Dans ce nouvel épisode, on va encore une fois parler de Jay-Z. Live dans lequel on avait parlé dans l'épisode précédent qui était sorti en 98 avait rencontré un vrai succès. Jay-Z était vraiment avec cet album en train de prouver au monde entier que c'était clairement le roi de New York et que c'était pas juste ce gamin dans l'ombre de Biggie. Tout était fait pour qu'il sorte son volume 3, Life and Times of Sean Carter, et qu'il rencontre encore une fois un vrai succès et qu'il lui permettrait aussi définitivement montrer que c'est lui le king dans le game. Bref, pour en arriver au vif du sujet, à cette époque, le streaming clairement n'existe pas en fait. Ça veut dire que tu veux écouter un album, t'achètes le CD, t'achètes le physique. Du coup, quand Jay-Z a appris que son album avait leaké un mois avant sa sortie prévue, un mois, imaginez bien que maintenant quand un album leak 2 semaines avant sa sortie, ça fait câbler les artistes, les boîtes de prod, etc. Mais dites-vous, un mois avant, à l'époque du physique, c'était juste une dinguerie, c'était pas possible en fait. Lui, il a vraiment pris ça comme un bâton dans les roues. Et surtout, il sait pas vraiment d'où vient la fuite de son album, mais il y a un nom qui revient un peu trop souvent pour pas qu'on le soupçonne, c'est celui de Lance Rivera. Rivera, c'était en gros un producteur qui était assez proche de Biggie à l'époque où on l'appelait encore Christopher Wallace. En gros, on est le 2 décembre 98, petite soirée tranquille en boîte que l'artiste Q-Tip avait organisée pour la sortie de son nouvel album solo. Donc la soirée se passe, mais au bout d'un moment, il y a une bagarre qui se déclenche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Jay-Z et Lance Rivera qui ont fini par se retrouver face à face. Et forcément, Jay-Z, il avait un peu en travers de la gorge pour cette histoire de leak. Il a pas cherché midi à 14h, il a planté Lance Rivera dans l'abdomen. Le lendemain, comme absolument tous les médias s'étaient emparés de l'affaire, Jay-Z s'est dit qu'il allait se rendre à la police pour être full transparent et genre en gros pouvoir s'en sortir pas trop mal de l'histoire quoi. Donc à partir de là, Jay-Z il est libéré après avoir payé quand même $50,000 de caution, mais c'est pas pour autant qu'il risque pas d'avoir 15 ans de prison, ce qui clairement détruirait totalement sa carrière. Et à ce moment-là en fait le volume 3 du coup aurait été le dernier album de sa carrière, très probablement. Au final, l'affaire s'est grave étalée dans le temps et Jay-Z est même allé jusqu'à plaider coupable. Sauf que au final, une autre affaire va prendre le dessus sur celle-là, médiatiquement parlant, qui, en gros, inclut Puff Daddy et Shyne dans une histoire de trafic d'armes, homicide... Bref, des trucs un peu brossons, quoi. Du coup, Jay-Z se dit que c'est le moment de saisir l'opportunité. Il décide de changer d'avis complètement et de finalement passer un accord avec Lance Rivera. Donc, son avocat négocie un accord avec Lance. Évidemment, dans l'accord, il est question de rémunération. Du coup, on ne sait pas à combien exactement s'élève le montant des indemnités, mais c'est estimé entre 500 000 et 1 million de dollars. Lance accepte et du coup, l'agression se transforme en agression mineure. Donc, en octobre 2001, au lieu de se taper 15 piges de tôle, Jay-Z écope juste de, en gros, 3 ans de mise à l'épreuve. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il faut enfreindre absolument aucune règle. Ça veut dire même si tu fais un excès de vitesse de 5 km/h, tu vas en prison. Donc, juste 3 ans de mise à l'épreuve, et après ça, il est tranquille, pépère. Et donc, avec cette anecdote, on a encore une fois la preuve que Jay-Z est un businessman né. Et d'ailleurs, heureusement qu'il s'est pas tapé les 15 ans de prison, parce qu'en 2019, c'est quand même devenu le premier rappeur à être milliardaire. Pas mal.